Cette semaine, je reçois Barthélémy Chalvet, fondateur de l'agence Bruno et expert du brand design. On aborde l'impact du brand design, ses cycles de vie, ainsi que son rapport avec le produit dans un épisode bien dense. Ça a été un plaisir d'enregistrer cette discussion avec Barthélémy. J'espère que vous l'apprécierez également. Bonne écoute. Parlons Design saison 7 est sponsorisé par The KKOS Theory, le studio qui vous accompagne dans la concrétisation de vos idées d'applications SaaS. Salut, c'est Romain, bienvenue dans Parlons Design et aujourd'hui je suis avec Barthélémy, bienvenue. Enchanté, salut Romain, ça va ? Bah ouais, super, ravi de t'accueillir aujourd'hui dans Parlons Design. Ça fait longtemps qu'on essaye d'organiser cet épisode où on va parler brand et design system. Design system et design produit, justement, comment tout ça se merge, comment faire vivre une brand aussi, enfin voilà, plein de sujets dont tu es quand même assez expert maintenant. Est-ce que justement tu peux t'introduire rapidement à nos auditeurs ? Ouais, bien sûr. Donc moi je suis Barthélémy, père de 2 enfants et marié à une femme qui s'appelle Marine. J'ai créé l'agence Bruno il y a quelques années avec notamment ma femme à l'époque et mon frère il y a à peu près 10 ans. Donc c'est une agence qui est très familiale. Aujourd'hui, on est très spécialisé dans le rebranding de marque. On accompagne énormément de startups en France, mais également à l'étranger. Ça représente 60-70% en France et 30-40% aux États-Unis. Et voilà, on accompagne ce type de clientèle, pas exclusivement startup, hein. Il y a aussi d'autres types de secteurs d'activité, mais en tout cas, on les accompagne sur leur identité de marque et sur la partie digitale. Et toi, personnellement, tu es arrivé comment dans le design ? Ouais, bah c'est un peu. Moi, j'ai fait une école de commerce, donc rien à voir. Mais justement, en fait, c'était pendant mes études. J'aimais pas du tout les cours que j'avais à l'époque et on avait le droit à l'ordinateur et du coup, j'ai commencé à télécharger Photoshop que j'ai appris en fait pendant les cours et j'ai commencé à vendre des présentations sur une plateforme qui s'appelait à l'époque qui existe toujours, qui s'appelle Envato, mais je sais pas si ça parle à tout le monde. Donc c'est ThemeForest, Graphic River, enfin ce genre de plateforme où on peut vendre nos propres produits. Et j'ai commencé comme ça, et puis il y a eu des contacts qui sont arrivés, qui m'ont envoyé des mails, quelques clients, dont un client qui m'a permis d'exploser, exploser entre guillemets, de pouvoir en faire mon métier en tout cas. Un client qui s'appelle, la société s'appelle Xola, qui est à San Francisco, donc qui m'a contacté, il m'a dit j'adore ce que tu fais, est-ce que ça te dirait de venir à San Francisco travailler avec moi? Alors j'étais super jeune, je vais avoir, je sais pas, 21, 22 ans. Je parlais pas du tout anglais, j'étais vraiment naze. Et il m'a dit, bah écoute, même si tu parles pas bien anglais, viens, on fait ça pendant 3 mois à San Francisco dans l'incubateur de Stanford, à Palo Alto, enfin même Mountain View même. Et du coup, j'ai fait ça. Et quand je suis revenu en France, je me suis dit, bon bah c'est vraiment le métier que je veux faire, je kiffe trop. Et c'était vraiment en plus du product design à l'époque, donc c'est pas du tout de la brand. Et j'ai appris tout là-bas et j'ai adoré. Et c'est encore un client aujourd'hui pour moi et pour l'agence. Donc ça fait 10 ans que je travaille avec lui. J'ai même des parts dans la boîte, tout ça. Donc c'est une belle histoire que j'ai pu écrire avec cette personne-là. Et après, de fil en aiguille, on a monté. J'ai commencé à avoir de plus en plus de clients parce que je postais énormément sur Dribbble. Donc c'est une plateforme concurrente à Behance ou d'autres plateformes comme ça où on peut poster en ligne et on a notre portfolio en ligne. Et j'ai commencé à avoir quelques clients de plus en plus. J'ai demandé à ma femme de me rejoindre parce que j'avais trop de projets. Je voulais qu'elle s'occupe de la partie gestion de projet. Elle était chez My Little Paris à l'époque. Donc elle m'a rejoint, on a commencé à 2. Après, je me suis rendu compte qu'en développement, dès qu'on faisait un site, le développement derrière était pas top quand c'était fait par quelqu'un d'autre. Donc je me dis, bon, bah, ce serait bien que j'ai ça en interne. Et mon frère faisait l'école 42 de Xavier Niel. Donc je lui ai dit, bon, écoute, ça serait cool que tu puisses nous rejoindre. Comme ça, on serait tous les 3. Et on a fait ça pendant quelques années. C'est comme ça que je suis devenu designer. Ok, tu m'avais raconté la partie déjà assez géniale, enfin tu vois, très entrepreneur quand même depuis le début de commencer à faire des choses, les partager, les publier, et ça semble être quelque chose qui a bien marché jusque-là. J'avais pas toute l'histoire de la création de Bruno. Excellent. Ouais, vraiment, quand tu disais cœur familial au début, ça s'est vraiment Ouais. construit de ça. Ouais, c'est pas un bullshit de start-upper, quoi. C'est juste un fait que c'est une boîte familiale. Après, bon, ma femme a baigné dans les startups avec moi, donc elle a voulu tester un peu ce concept et créer sa propre société. Donc aujourd'hui, elle a lancé une application dans la petite enfance. Donc elle est plus chez Bruno,
Mais je suis toujours avec mon frère et c'est vrai que c'est une valeur qu'on a gardée quand même dans l'agence. Très cool. Merci beaucoup pour toute cette intro, tout ce contexte. Je pense que ça va aider les auditeurs à bien se forger une image s'ils ne te connaissent pas encore. Ce que je te propose, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Carrément, vas-y. Avec Bruno, quand même, sur ces 10 dernières années, on peut dire que tu es devenu expert quand même des sujets de brand design. Comment tu décrirais le brand design? Parce que finalement, c'est qu'on a quand même des terminologies qui changent tout le temps dans notre univers. C'est quoi, toi, ta définition, ta vision du brand design? Bah, pour moi, c'est vraiment l'identité au sens très global d'une marque. C'est vrai que le mot brand et branding est assez récent, enfin du moins dans l'utilisation qu'on a en France, c'est assez récent en France. C'est un mot qu'on utilise qui est un peu plus ancré chez les designers en Angleterre ou aux États-Unis, mais en tout cas, si on reste juste sur le marché français, c'est assez nouveau. Et c'est un terme qui désigne aussi bien l'identité visuelle qu'on peut avoir en externe avec nos potentiels clients et nos clients, mais aussi en interne avec toute la culture de boîte. Donc pour moi, ça regroupe un petit peu tout ça. Donc c'est vision, mission, valeur, la façon dont on s'exprime auprès de nos clients, la façon dont on s'exprime aussi avec nos collaborateurs, les éléments évidemment illustrants, illustration, le logo, euh, tout ce qui est visuel évident. C'est évidemment ça fait partie de la partie branding. Et ça va jusqu'à également le produit qu'on utilise à la fin. Si on parle et si on reste sur les sujets de SaaS et donc de logiciels, même l'utilisation qu'on a de nos applications, que ce soit sur téléphone ou sur des logiciels sur desktop, on ressent aussi la brand et on doit ressentir la brand. Donc pour moi, c'est vraiment l'ADN complète d'une marque. Euh, pour moi, ça fait partie du branding. Donc ça vient vraiment presque aussi toucher à une partie stratégique, parce que si on a cette question de vision, on peut pas avoir une vision d'entreprise stratégique long terme complètement désalignée avec une vision qui va s'incarner derrière de façon visuelle dans certains éléments. Vous accompagnez un peu les clients aussi sur cette partie-là? Ouais, bien sûr, mais ouais, en vrai, tu as vraiment raison parce que il y a eu, je pense que c'est là le shift ce qui s'est fait, c'est qu'il y a eu pendant énormément d'années, en tout cas chez nous, et je le ressens aussi un peu à l'extérieur, en tout cas chez nous, le fait que on faisait beaucoup de UI design ou de sites internet, d'éléments graphiques, sans par exemple parler de brand encore à l'époque. Et en fait, la strat, en fait, il y avait pas ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas une réflexion profonde sur où est-ce qu'on va, c'est quoi la vision, c'est quoi la mission, c'est quoi tout ça. C'est juste, on devait créer des assets et des éléments pour faire du marketing, en fait. Et on en vient aujourd'hui, et commence à rentrer un peu dans les mœurs en France, bah, c'est quoi notre stratégie, où est-ce qu'on veut aller, c'est quoi le positionnement, et tout ça via un prisme très visuel, chose qui était un peu moins présent encore il y a quelques années. Donc c'est vrai que la partie stratégique, nous aujourd'hui on accompagne, et d'ailleurs on appelle ça du brand stratégie, parce que c'est vraiment lié à la partie plus visuelle. Après il y a des stratégies sur d'autres choses, hein, mais sur la partie visuelle, acquisition en ligne, digital, etc. Ouais, ça on accompagne énormément. Et ça me fait penser à quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de rôles qui vont justement venir s'approprier en partie cette stratégie, que ce soit, bah, tu demandes à les product designers, souvent ils vont te dire que ils essayent de prendre part à la stratégie, product manager forcément également aussi, les équipes marketing bien évidemment. Est-ce que tu as un peu une méthode, une stratégie pour venir bien s'aligner avec toutes ces parties prenantes qui veulent tous avoir leur mot à la table, plus bien sûr bah, les équipes de direction qui ont les mots finaux et qui ont aussi toute l'expérience, tout le background derrière? Bah, c'est toujours très difficile et en fait c'est un peu la même histoire que quand on doit choisir la couleur finale d'un logo, tu vois. Plus il y a d'interlocuteurs, plus c'est compliqué. En fait, je pense que la question c'est plus qu'est-ce qui drive la boîte. Donc on sait que évidemment la partie chiffre d'affaires financier c'est très important, mais qu'est-ce qui drive? Est-ce que c'est de marketing? Est-ce que ça va être plus le produit? Est-ce que c'est ça qui permet d'avoir un beau chiffre d'affaires et de pouvoir faire grossir la société? Et en fonction de ces critères-là, on met les bonnes personnes autour de la table pour pouvoir discuter. Alors évidemment, il y a toujours les cofondateurs ou le fondateur ou fondatrice, toujours quelqu'un sur la partie plus brand visuel dans l'équipe, s'il y a. Donc ça peut être quelqu'un, parfois c'est le CMO, en général, d'ailleurs c'est le CMO. Et après, on essaie de mettre quelqu'un, moi j'aime bien quand il y a quelqu'un dans la partie business, parce que finalement, et c'est un peu nous, notre parti pris et notre angle, et peut-être notre différenciation par rapport à d'autres agences, c'est que toute la partie strat et même la partie design
est fait via un prisme très business. C'est-à-dire, où est-ce qu'on veut aller d'ici 5 ans, c'est quoi le chiffre d'affaires qu'on veut faire, on demande toujours le chiffre d'affaires, c'est quoi le revenu, c'est quoi le bénéfice, où sont les canaux d'acquisition. Et toutes ces questions-là, on a besoin, on va même aller, on essaye même de choper des chiffres via Google Analytics sur les conversions, combien de temps les gens restent sur les pages, etc., etc., parce que finalement, c'est ce qui va nous permettre de mettre un accent à un moment donné sur de la brand qu'on va faire. Par exemple, si le canal d'acquisition, les canaux d'acquisition, c'est que sur Instagram et très peu sur le site, on va peut-être être un peu plus light sur le site, mais par contre, on va faire toute une strat et et énormément de règles pour la création de posts sur Instagram. Et à l'inverse, si c'est pas Instagram mais c'est plus sur le site, et ben dans ce cas-là, dans le brand book qu'on va livrer à la fin et dans le livrable qu'on va faire à la fin, on va vraiment se focaliser là-dessus. Donc c'est pour ça que la partie business est super importante et autour de la table, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse parler de ça. Si c'est pas le CEO qui s'en charge, et ben c'est la personne qui est en charge de ça. Donc parfois c'est même quelqu'un qui est en marketing qui s'en occupe, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on prend en compte tout de suite rapidement. Et pour répondre plus précisément à ta question, 5-6 personnes maximum, c'est bien. Après plus, ça devient très compliqué. S'il y a une astuce magique, c'est bien choisir ses interlocuteurs, Ouais, être sûr qu'il y en a pas trop et que surtout c'est ceux qui vont pouvoir prendre la décision finale. c'est ça. Et par contre, toi, tu viens vraiment accompagner tout ce travail qu'on pourrait considérer ou voir de loin comme principalement créatif, d'un vrai Ouais. aspect de on va prendre de l'input et pas juste de l'input des mots, des réflexions, mais vraiment aussi de l'input très concret, plus data, plus mesurable, Mm. pour pouvoir justifier les décisions de manière beaucoup plus forte derrière. C'est ça, plus tangible en fait, il faut que ça soit hyper concret. Évidemment, en fait, évidemment, on pose la question qu'est-ce que vous aimez en termes de design, quel site vous aimez, quel site vous aimez pas. C'est la question qu'on pose, mais c'est presque la dernière question qu'on va poser parce que c'est pas le truc le plus important. Même à la rigueur, si le CEO n'est pas aligné avec le design qui est fait de son site, mais ça correspond à leur problématique business, c'est ok pour nous. Après, bon, c'est évidemment c'est quand même mieux quand le CEO ça lui plaît et qu'il incarne bien sa marque. Mais à la rigueur, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quoi les problématiques d'aujourd'hui? Où est-ce que vous voulez aller en termes de business? Et nous, on va vous accompagner là-dessus et on va essayer de faire une brand qui répond à ces enjeux-là. Carrément. Bah ouais, c'est hyper cohérent. Ça m'ouvre la voie à une question, je pense, en autoroute de et est-ce que derrière, vous avez déjà pu mesurer concrètement l'impact d'un changement de brand sur le moment de sortie et aussi sur le long terme? Ouais, mais c'est une super question, ça. Toujours très, très difficile de savoir est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est grâce à leurs équipes qu'ils arrivent à aller chercher après plus de chiffre d'affaires, de rétention, etc., etc. Parce que il y a quand même la question en fait, en général, quand il y a un rebranding, c'est qu'il y a un changement de stratégie, ou parce qu'il y a une levée de fonds, ou enfin voilà, c'est toujours lié à quelque chose qui permet peut-être d'avoir plus de personnes dans leur équipe, ils grossissent, donc forcément ils vont faire un chiffre d'affaires plus important, etc. Donc est-ce que c'est lié que à nous? Je sais pas. Moi, en tout cas, ma conviction, c'est que ça aide. Je pense que, en fait, pour moi, je vois plus comme nous, on propose des assets, des armes aux personnes qui rentrent dans l'équipe ou les personnes qui sont déjà dans l'équipe. Et ces armes-là, qui sont de qualité, leur permettent de mieux closer. Si je la fais très simple, pour moi, je le vois comme ça. Des chiffres très concrets, j'en ai. On a déjà eu déjà plusieurs boîtes qui m'ont fait des retours. On essaie de suivre nos clients et d'avoir des chiffres à 3 mois et à 1 an ou 2 après. Euh, Par exemple, Sendinblue qui est devenu Brevo récemment, donc c'est une plateforme de marketing. Euh, Quand elle a fait le rebranding chez nous, Armand, donc le CEO, nous a envoyé un message. Il a d'ailleurs mis un post sur LinkedIn par rapport à ça. Ils ont fait x5 sur leur chiffre d'affaires 1 ou 2 ans après. Donc, j'estime pas que c'est que grâce à nous, évidemment, parce qu'ils ont une équipe vraiment formidable et ils sont très forts, ils sont très doués et Armand est très très doué. Mais en tout cas, on sait que les armes qu'on leur a mis dans les mains, le brand book qu'on a pu créer, tous les assets graphiques qu'on a pu leur créer, les vidéos, si on a fait photos, des vidéos, on a fait énormément de choses, ça leur a permis aussi de se positionner un peu différemment par rapport à la concurrence et avoir les bonnes armes pour aller chercher et pour aller séduire de nouveaux clients. Ouais, c'est vraiment, tu viens apporter une certaine crédibilité, des contenus qui, en fonction du contexte, vont pouvoir aider à faire passer un discours de manière plus efficace, plus claire, plus marquant peut-être. Aussi potentiellement, on n'a pas encore trop évoqué, mais
j'imagine des templates, des guidelines qui vont permettre d'accélérer aussi la production d'autres contenus. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est exactement ça. Je pense que t'as bien résumé le sujet. Et puis, donc ça, c'est Sendinblue, mais on a eu aussi Hawkins, qui est une licorne, Hawkin, qui est une licorne en France, qui, grâce à nous, a fait une levée de fonds. Enfin, pas que grâce à nous, mais en tout cas, ça les a aidés à faire des belles levées de fonds derrière. Kunto, ça a été la même chose. On avait fait le premier rebranding. Après, ils ont levé 100 millions. Quelques mois plus tard. Et souvent, ça a été un peu ça en fait. On a fait Shared aussi il y a quelques années et ça les a aidés aussi à vraiment grandir fortement juste après notre passage. Et en fait, des exemples comme ça, franchement, j'en ai avoir des dizaines, des vingtaines. Et encore une fois, c'est pas que grâce à nous, mais en tout cas, ça les aide énormément à être plus confiants. Il y a ce côté un peu être un peu plus premium, à avoir de la concurrence, enfin, à être au même niveau que d'autres concurrents qui sont numéro un sur leur marché. Et évidemment, le branding est très intéressant sur cette partie-là, et pas que sur la partie visuelle, même sur la partie tone of voice, sur la façon dont on s'exprime auprès des consommateurs. Tout de suite, il y a une perception du client qui est complètement nouvelle, complètement différente, et c'est beaucoup plus séduisant pour eux. C'est vraiment un marqueur aussi de changement, d'évolution. Pour l'avoir vécu récemment, donc à Lydia, on a eu ce split entre l'application sociale Lydia et l'application bancaire Sumeria. Et en fait, il y a aussi le fait il y a quelque chose de nouveau qui sort, il y a une concrétisation de quelque chose qui s'incarne parmi plein de choses, mais pas un changement d'identité visuelle, des nouveaux marqueurs, des nouveaux codes, aussi un nouveau langage. Et autant en interne pour l'entreprise, ça te fait dire, ok, on est passé à un cap différent, on a des objectifs différents, et bien sûr en externe, ça rend le message d'autant plus lisible. Mais je trouve que c'est intéressant, tu vois, vous, ce que vous avez fait avec Summeria et le choix des couleurs, le skeuomorph qu'on peut retrouver dans l'application, le choix des cartes, du design, etc., où il y a un côté très bancaire, institutionnel, etc. Ce choix-là que vous avez fait, il est très malin parce que finalement, ça vous positionne tout de suite alors que c'est simplement, entre guillemets, du design. Et on pourrait se dire parfois, bah, ça sert à rien, en fait, je vais prendre une template ou je vais faire ça en interne, etc. Enfin, vous l'avez fait en interne, d'ailleurs, c'est un exercice qui est très difficile. Mais vous êtes vous avez quand même plusieurs designers, donc vous avez la capacité de le faire, mais en tout cas, c'est très malin parce que tout de suite, vous vous positionnez au même niveau qu'un Société Générale, qu'un BNP, qu'un ce genre de juste par rapport à votre design pur. Alors après, évidemment, dès qu'on rentre dans l'application, l'UX, le UI et comment on interagit avec l'app, rien à voir, vous êtes à un niveau largement au-dessus. Mais en tout cas, juste visuellement, tout de suite, ça vous positionne. Ok, eux, ils sont installés, c'est institutionnel. Tout de suite, c'est de la réassurance. C'était clairement, bien évidemment, une partie de la volonté derrière, et cet aspect très marqueur que tu décrivais avant, on le retrouve vraiment. Ça me fait penser à quelque chose. Tu me parlais de question de rebrand, et on en avait parlé au restaurant ensemble il y a quelques mois de ça, et tu me disais, une brand, ça vit pas plus de 5 ans. Ça m'a choqué. Parce que, je sais pas, un petit monde de bisounours, je me suis dit, mais non, une bonne brand est intemporelle. Pourquoi pas plus de 5 ans? Non, oui, évidemment, si on arrive à faire un truc intemporel, c'est cool, mais c'est un peu utopiste. Ça, pratiquement impossible. Je connais pas de marque. En tout cas, dans nos milieux, qui est quand même très tech, etc. C'est quand même assez difficile. 5 ans, 5 ans, je sais pas si c'est vraiment le bon chiffre, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un moment, c'est la mode. Pour moi, je considère le design comme de la mode, hein. C'est la mode. Au bout d'un moment, si tu mets le même manteau pendant 5 ans, au bout d'un moment, il est plus dans les tendances qui se fait. Alors après, faut faire attention, faut pas être non plus dans les tendances. Il y a quand même encore des manteaux, des vieux cuirs qu'on peut remettre, etc., et qui marchent très bien, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a des éléments de brand qui peuvent être intemporels. Un logo peut être intemporel. Peut-être même de temps en temps un pairing de couleurs. Je pense tout de suite à Coca-Cola, je pense tout de suite à McDo, qui sont vraiment, comme tu disais, des marqueurs visuels que les gens arrivent à se souvenir très rapidement. Et je pense que tu as déjà vu plusieurs pubs où il y a McDo, où il y a juste leurs couleurs, et tout de suite on reconnaît la marque. Ou pareil pour Coca-Cola, où il y a juste leurs couleurs, il n'y a pas leur logo, il y a juste la vague, par exemple. Encore un key visuel hyper intéressant. Et tout de suite, ça suffit pour les reconnaître.
Donc il y a quelques éléments comme ça dans la brand qui peuvent être intemporels, mais il y en a d'autres où forcément on est obligé de se mettre un peu plus à jour, notamment dans le digital, les posts pour les réseaux sociaux, un site web parce que les interactions changent, parce que les technologies évoluent au fur et à mesure. Et moi, je pense que c'est plus vraiment lié à ça, c'est que comme les technos avancent de plus en plus et qu'on a de plus en plus de nouvelles fonctionnalités, de possibilités. Aujourd'hui, on a le téléphone, demain, ça va être le Vision Pro. Enfin, tu vois, il y a plein de devices qui arrivent qui sont un peu différents. Il y a le site web, évidemment, les écrans sont de plus en plus grands, donc on peut afficher de plus en plus de choses. Donc voilà, tout ça fait qu'il y a un moment où on oublie un peu de changer. Et il y a aussi l'aspect éléments visuels des illustrations aussi. Par exemple, il y a des tendances qui se créent comme dans des illus. Il y avait très flat, etc. On revient un petit peu plus à des ombres. Vous avez fait du skeuomorph, c'est hyper intéressant. Donc il y a plein de choses qui commencent à revenir. On est beaucoup dans la 3D aussi. Donc il y a des moments où il faut qu'il y ait des éléments qui soient un peu intemporels. Et le logo, ça, je pense que c'en est un qui peut, là, pour le coup, être gardé plus de 10, 15, 20 ans, c'est possible. Des marques de voitures qui ont gardé leur logo pendant très longtemps. Et d'ailleurs, qu'ils ont refait, je sais pas si tu as un peu suivi, mais il y a beaucoup de marques de voitures je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais flattiser leur logo. Il y en a beaucoup, mais il y en a d'autres qui font le chemin inverse. Par exemple, avec le lion, la Peugeot, où ils sont venus sur un lion très détaillé, etc. Donc toi, il y a un peu, il y a des choses qui se passent mais c'est des logos qui sont restés, toi, 20 ans peut-être facilement. Donc, il y a des éléments comme ça dans la brand. Donc, pour moi, il y a 5 piliers d'une brand. Il y a le logo, évidemment. Il y a les couleurs. Il y a la police. Il y a le tone of voice. Donc, comment tu t'exprimes auprès de tes clients. Et les éléments illustrants. Et éléments illustrants, moi, dedans, pour moi, c'est tout un package. Ça peut être des photos, ça peut être des illustrations, ça peut être des icônes, ça peut être de la 3D, ça peut être plein de choses comme ça. Donc, dans ces 5 piliers-là, je pense qu'il y en a un ou deux qui peuvent être intemporels, comme je disais, logo, potentiellement couleur, et encore. Et après, tout le reste, faut changer, faut montrer qu'il y a de la nouveauté, faut se mettre à jour par rapport au niveau de device qui sortent, la technologie qui évolue tous les ans, etc. Et dans tout ça, je me rends compte que dans nos milieux très digitaux, 5 ans, c'est un bon âge pour changer. Oui, et même dans les exemples que tu prenais, McDo par exemple au début, bon, le logo, ça doit faire un moment qu'il a pas changé, mais par contre, typiquement, les éléments illustrants, il y a eu une époque, enfin, il y a peut-être 15 ans où c'était quand même beaucoup d'illustrations, j'avais l'impression. Ensuite, on a eu une époque où c'était vraiment de la couleur flat qui représentait enfin, dans toutes les campagnes, des frites, des burgers, mais de manière hyper minimaliste. J'ai l'impression, c'est peut-être une impression, mais qu'on est beaucoup revenu sur de la photo ces dernières années peut-être. Et alors, c'est entre la campagne et le rebrand, mais malgré tout, ces éléments-là évoluent pour redonner vie un peu et générer de la nouveauté et de l'attrait pour la marque potentiellement, quoi. Ouais, mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est très lié au marketing finalement, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, le marketing a un besoin à un instant T parce qu'il y a de l'actu, parce que, comme je dis encore une fois, les technologies évoluent, on a besoin de faire une nouvelle campagne. Bah, du coup, ils font évoluer un petit peu leur brand, ils changent des petites choses, un nouvel élément illustrant qui arrive, peut-être une illustration, un style d'illustration un peu nouveau. Enfin voilà, il y a toujours, même Apple le fait hein, sur son site web ou à d'autres éléments. Il y a eu pendant un moment beaucoup d'illustrations sur leur site. On a un peu de moins en moins. Maintenant, ils montrent quand même beaucoup d'animation. Ils ont vraiment ce côté site très minimaliste, noir et blanc, mais par contre énormément d'animation et de motion. Euh, mais oui, c'est clair que ça évolue tout le temps et je trouve que, en tout cas, les très grosses boîtes, je pense que c'est encore un sujet un peu différent, mais des boîtes qui sont un peu moyennes, start-up, etc. 4, 5 ans, 6 ans max pour un rebranding un peu général, même changement de logo, c'est possible. C'est un bon chiffre. Ouais, finalement, la taille du changement va évoluer en fonction de la structure. Ouais. La très grosse structure, tu t'évoquais rapidement Apple, mais ça va vraiment se morphe à travers le temps, ça va devenir un peu plus arrondi, on va commencer à trouver un pattern à un endroit qui va se démultiplier sur les plateformes. Là où sur des plus petites marques, déjà il y a moins d'impact. Il y a moins de gens qui connaissent la marque initialement, donc ton rebrand va avoir un impact différent. T'as aussi un besoin différent derrière qui est souvent faire un peu de bruit et taper du poing sur la table à dire on est là, voilà ce qu'on vient proposer. Et du coup, des changements en termes de taille et un peu plus importants, mais pour servir les besoins de l'entreprise, en fait. Mais c'est ça, et tu vois, par exemple, moi je trouve qu'aujourd'hui le rebranding de marque, ça devient une puissance marketing. Tu vois, je sais pas si tu as suivi le rebranding de Deezer il y a un an, je crois, ou il y a quelques mois. Le bruit que ça a fait, c'était pourtant, et je pense que ça leur a coûté moins cher
de passer par une agence pour faire leur rebranding complet que de faire une campagne marketing et à réussir à avoir ce bruit-là, tu vois. Donc ça devient une puissance marketing. Les Anglais, les Américains l'ont bien compris depuis plusieurs années. En France, on est encore un petit peu en retard sur ça. Ça arrive. Et je suis content, c'est bien. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un élément hyper important pour les marques. Ouais, ah ouais, complètement. Et ben, ça va faire la liaison, parfaite avec le sujet qu'on avait évoqué, quand on a eu l'idée de ce podcast, de si on rebrand à peu près tous les 5 ans de manière légère ou importante, est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi qu'on redesign notre produit tous les 5 ans? Ouais, bonne question. Bah moi, je dirais que non. Moi, enfin, ça dépend évidemment du produit, mais partons du principe que le produit est très très bien, est très bien fait. Pour moi, il y a trois niveaux de brand. C'est-à-dire que tu dois être, pour moi, la partie produit, donc ce qu'on appelle nous produit, c'est dans une application mobile ou sur un logiciel en ligne ou sur un logiciel de desktop. Quand on rentre dans le produit, la brand doit s'effacer, on doit la voir 5-10% de ta brand doit être visible. Le reste, c'est juste comment j'accède à de l'information très rapidement et comment j'utilise mon produit tous les jours très facilement, très rapidement, sans être ennuyé ou qu'il y ait du bruit visuel avec de la brand autour de ça. Pour moi, ça doit rester le plus minimaliste possible. Donc ça, c'est le critère, c'est le niveau zéro où on voit le moins possible de branding. Le niveau intermédiaire, qui est pour moi la partie un peu plus marketing site web, où on doit convertir des clients, les séduire, mais en même temps montrer du produit, parce que c'est là qu'on montre les fonctionnalités. On est à 50% de visibilité de brand. Donc moi, visibilité de brand, c'est qui on est, c'est quoi notre valeur ajoutée, c'est quoi nos couleurs, c'est quoi notre logo, etc. Ça, c'est le curseur au milieu, central. Parce que sur un site marketing, par exemple, la page About Us, pour moi, ça va être la page où on doit avoir le plus d'informations sur notre brand. À l'inverse, une page produit, on doit être très focalisé sur ce qu'on fait sans vouloir mettre de fioritures autour avec plein d'illustrations, plein d'éléments de brand. Et le dernier curseur, ça va être là où tu communiques le plus. Est-ce que c'est dans la rue? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est sur un blog? Est-ce que c'est sur LinkedIn, etc. Et là, par contre, le curseur brand, il doit être à 100%. C'est là où on doit vraiment sentir ta personnalité. Donc, si on revient sur la partie produit, s'il est bien fait, pour moi, il est presque noir et blanc. Tu vois, enfin, j'exagère évidemment. Mais du coup, en fait, tu as très peu de couleurs. Tu as peut-être évidemment tes boutons, tes call to action principaux qui sont de la couleur de ta marque. Tu as peut-être, à un moment, tu as peut-être une lightbox, une pop-up, un truc qui va te pousser du contenu informatif avec peut-être une news, un truc comme ça, où là, tu vas parler un peu de toi, de ta personnalité, de ta culture de boîte, etc. À la rigueur, mais tout le reste, c'est assez minimal. Donc peut-être que tu vas changer un set d'icônes parce que tu es passé du rond au carré, et donc tu as moins de border radius. À la rigueur, ça peut changer. Le set d'icônes peut changer pour être en adéquation. Le logo peut changer pour être en adéquation. Mais ça va être des petits éléments. Ça va être un border radius, ça va être peut-être des couleurs de gris, ça va peut-être être même la police. En général, si tu as une police de très très forte de caractère que tu utilises dans ta brand, t'évites de l'utiliser sur ton produit parce qu'en termes de lisibilité et d'accessibilité, c'est très mauvais. Sauf peut-être sur un H1, sur un gros titre, mais tout le reste, de petits textes à 11, 12, 13, 14 pixels, c'est impossible. Donc, tu es obligé de rester sur des fonds très classiques comme de Inter, Helvetica, Arial, à la rigueur, vraiment des polices très simples et avec un bon taux d'accessibilité. Donc, finalement, ton produit, il va évoluer, évidemment, parce que ta brand évolue, il faut que tu changes pour être en adéquation, mais ça va être par petites touches. Ça va être un peu de couleur, ça va être peut-être un set d'icônes, ça va peut-être être des radius, peut-être un shadow. Et, admettons que tu as un produit avec beaucoup d'ombre. Peut-être que là, si tu passes sur un truc un peu plus flat, tu retires les ombres. Ça va être des éléments comme ça, mais ça reste quand même anecdotique en termes de changement par rapport au changement que tu aurais pu faire sur le curseur 1 et 2, tu vois, celui qui est à 100% et celui qui est à 50%. Oui, là où sur, curseur, 1 et 2, tu vas devoir vraiment les retravailler, y passer un vrai temps dédié. Sur ton produit, si tu as un design system un peu basique, mais quelques design tokens pour tes couleurs, tes shadows, tes radius, et que tes éléments de base sont faits proprement sous forme de composants, t'as pas besoin d'avoir un design system de l'enfer hyper avancé pour répercuter ta brand extrêmement rapidement avec peu d'impact sur les équipes. Pas besoin d'aller revoir les pages au fin fond du site sur la brand parce que ça va être des touches tellement légères que ça s'ajuste à peu près automatiquement partout, quoi. Bah ouais, non, mais c'est exactement ça, t'as raison, hein. Et finalement, toi, nous, c'est un peu ce qu'on fait, c'est que quand on rebrand une marque, on travaille toujours sur la partie produit également, parce que moi, c'est de là où je viens, donc c'est un truc qui me parle énormément.
Mais quand on rebrand même enfin, quand on retravaille la partie produit, on va faire 5 écrans maximum. On va reprendre les design systems qu'ils ont déjà en place et on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut changer de leur design system actuel pour éviter de devoir tout refaire, de devoir remettre les devs dans la boucle, de devoir remettre plein de designers, de devoir refaire toutes les pages où ça devient un enfer, mais que finalement ça peut mettre des années à tout refaire. Donc l'idée c'est de toucher un minimum de choses, mais qu'on ressente quand même le lien, qu'on n'ait pas un gap non plus. Ça y est, je me suis inscrit sur le site, j'arrive sur la plateforme et ça n'a plus rien à voir. Je retrouve plus du tout les codes de ce qui m'avait séduit sur le site web, tu vois. Donc on essaye d'avoir quand même un lien, quoi. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses des outils, par exemple, type Ami, tu vois, le calendrier, Ouais. ou un peu ce genre d'outils-là qui ont une brand hyper forte dès la sortie. Dans le produit, il exploite quand même pas mal, tu vois. Ami, c'est très l'arrondi, c'est un peu ce monde cotonneux, Ouais. nuageux. Et dans le produit, même par des formes un peu exotiques, par ses couleurs hyper fortes, par ses arrondis omniprésents, ses transitions, viennent incarner quand même la brand. Ouais, ton curseur est pas à 100%, il est peut-être à 30%, mais quand même de manière Ouais. importante. Ça te semble être un frein finalement à leur développement futur? Bah, c'est un super exemple parce que, en fait, là où moi je trouve qu'ils sont très forts, c'est sur la partie UX. C'est-à-dire que déjà, ils ont plus ou moins créé le sort de split view vertical. Enfin, moi, j'avais jamais vu avant que eux le fassent. Ça a fait un buzz incroyable sur Twitter où tout le monde en parlait. Dès que j'ouvrais Twitter, je voyais quelqu'un qui montrait un screen de son app avec ce split view vertical. Donc je trouve ça super intéressant. Et c'est vrai t'as raison, hein, je trouve qu'ils ont ce côté très rond, etc., qu'on retrouve beaucoup dans leur brand. En fait, je pense que aujourd'hui ça marche parce qu'ils sont sur une app tendance. Pour moi, je le vois vraiment comme ça. C'est un truc très tendance et vraiment, ils jouent sur de la fame, sur du FOMO, sur tout ça, tu vois. Mais demain, s'ils arrivent à aller là où ils souhaitent aller et que parce qu'ils ont des grandes ambitions, je me suppose, avec leur application, tu verras qu'ils vont redevenir beaucoup plus light parce qu'ils vont devoir toucher beaucoup plus de monde. Là, en fait, là, ils touchent qui? Ils touchent les mecs de Twitter, tous les designers, tous les mecs qui adorent les trucs très design, etc. Mais tu mets un calendrier comme ça à quelqu'un d'un peu moins sensible et qui connaît un peu moins les codes de l'UX. Moi, je mets ça dans les mains de ma maman. Mais je me dis bien que c'est pas du tout leur cible d'aujourd'hui, mais s'ils veulent devenir très gros plus tard, ils vont devoir élargir beaucoup plus leur cible. Et dans ce cas-là, même le speed view vertical, peut-être qu'ils arriveront à le garder, mais ça sera déjà un petit peu plus difficile. Donc, ils vont devoir faire des choix à un moment s'ils veulent grossir très fort pour être un peu plus mass market et plus grand public. Donc, pour l'instant, ça marche parce que leur cible, c'est ça et que c'est leur credo et que ils peuvent se le permettre. Mais il y a un moment donné, ils vont devoir revenir sur un truc un peu plus, un poil plus simple. Ouais, oui, oui, c'est que potentiellement, en fait, le premier branding peut être hyper fort, hyper ancré dans le produit, et au fur et à mesure des itérations, au fur et à mesure de la popularisation aussi du produit, il va y avoir un peu cette nécessité de l'abstraire de plus en plus pour passer purement sur du fonctionnel, du compréhensible par tous, là où trop de brand, en fait, vient justement un peu se détacher de ce focus sur quel est mon rôle, quel est mon objectif avec ce produit-là. Et donc, un produit très brandé, ce qui est un peu ouais, l'apanage des produits trendy hein, Mm. dans le style d'amis, ça va tant que tu restes dans ta niche, C'est ça ça. devient à peu près ingérable quand tu passes au niveau dessus. Mais bon, après, franchement, leur rap est quand même incroyable, hein. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah, moi, j'avais été grand fan au début de Cron, qui était un peu Ouais. leur concurrent. Et en fait, il y a typiquement des détails de brand tout con, mais quand tu passais ta souris dans le coin, t'avais les lignes de construction du logo Cron qui apparaissaient, Mm. t'avais beaucoup de raccourcis clavier, très bien, justement, enfin, autant sur leur site que dans le produit, t'avais cette brand de produits raffinés, produits structurés, organisés, qui ressortaient tout le temps et qui me plaisaient énormément. Et pourtant, ça restait des produits très simples en termes d'interface. Mais le rachat par Notion et la reconversion en Notion Calendar, moi j'ai trouvé que rien que le rebrand du logo, pour Mm. moi, ça a perdu très rapidement cet ADN Ah ouais, ouais, justement de. Avant, j'avais un c'est truc, clair. j'avais un outil professionnel haute qualité. Là, je suis passé sur, je sais pas, un calendrier pour enfants. J'ai détesté ce rebrand. Mais tu sais que tu peux remettre l'ancien logo, parce que moi j'ai gardé, mais j'ai remis l'ancien logo. Je l'ai également. Ouais.
Je pouvais pas le supporter. Et en fait, des tout petits détails justement de la brand de Cron qui ont disparu au fur et à mesure Ouais. m'ont transformé ce calendrier hyper où je me sentais productif dedans, alors que globalement rien n'a changé, hein, à un calendrier qui m'a l'air random. Et en fait, d'un côté, je comprends justement, et c'est exactement ce que tu décrivais avant pour Ami, c'est t'es passé d'un produit niche à un produit potentiellement pas mass market, mais quand même à l'échelle Ouais. d'Emotion, ça commence aujourd'hui à être du solide. Et donc, t'es obligé d'effacer tous ces petits détails qui servent pas à grand chose à part à faire plaisir aux geeks, Mm. euh, pour revenir sur un produit plus efficient pour tous. Donc je les adore en tant que designer et passionné par la découverte. Ça me frustre quand ils disparaissent. Et donc j'ai toujours c'est peut-être de l'ordre du rêve, hein, mais ce truc de se dire est-ce qu'en fait les produits bien construits, bien dans le détail comme ça, c'est une possibilité viable sur le long terme. Et Superhuman, typiquement, je pense que c'est ceux qui ont réussi à trouver ça. C'est-à-dire, faire un produit tellement spécialisé, mais qui peut être rentable en gardant ce segment spécialisé. Et du coup, on va pouvoir le pousser à fond. Et Mais j'aimerais en c'est voir payant, hein. plus. C'est Ouais, payant, c'est Superhuman, hein. payant et Ouais. super cher, Superhuman. Parce que c'est vraiment à destination CEO, CPO. Et donc, ouais, ils ont adapté le pricing à leur cible. Alors que tu vois, Krone, c'était gratos, non? Ils avaient fait, à ma connaissance, un premier en gros test de est-ce qu'on arrive à le vendre? Oui. Et du coup, ils avaient coupé le paywall et ils s'étaient dit on joue tout sur la grosse. Ça leur a bien réussi vu qu'ils se sont fait racheter par Notion derrière. Ouais, mais t'as raison, mais c'est clair que t'as raison, c'est vraiment ça. Et tu vois, et c'est typiquement super exemple. Krone, ce calendrier que moi j'utilise encore aujourd'hui. Et j'ai eu le même ressenti que toi. Déjà, quand ils ont retiré le logo, moi, le logo, je le trouvais incroyable, je le trouvais magnifique. Ce orange qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, etc. Quand ils ont changé avec la brand de Notion, j'étais vraiment triste. Et effectivement, plein de petites interactions, de petites choses qui... Bah après, nous, on est des geeks aussi, hein, mais je pense que ça plaît plus à d'autres personnes qui s'y retrouvent un peu plus avec finalement un calendrier beaucoup plus simple, mais qui est quand même vachement bien fait, je trouve. Ah, complètement, complètement. Et ça me refait penser à quelque chose, parce que c'est vrai que là, en fait, on s'aperçoit qu'on s'est créé forcément une affection pour une histoire particulière, pour un petit produit, des petits détails comme ça. Et on a biaisé un peu finalement notre lecture. Si on avait découvert Notion Calendar sans connaître Cron avant, on aurait probablement une lecture différente. Et tu m'avais justement dit, redesign, oui, il faut que ce soit régulier, redonner de la vie à la brand, ce qu'on a discuté jusqu'avant, mais il faut jamais que ce soit la même agence pour un redesign. Ouais. Oh. Bah oui, parce qu'en fait, c'est un peu l'exercice que vous avez fait qui est très difficile et ce qu'a fait que aussi a fait Doctolib il y a quelques mois ils ont refait leur rebranding en interne. Mais un rebranding en interne, c'est l'exercice le plus difficile qui existe. Tu vois, même nous, on est en train de refaire le rebranding de l'agence en interne. Ça fait des mois et des mois qu'on est sur le sujet, quoi. C'est très, 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 très compliqué parce qu'en fait, t'as plus les idées très claires sur qui tu es, etc. Alors, c'est pour ça qu'ils font toutes les grosses agences et même des agences de branding se font parfois rebrander ou se font aider par d'autres agences de branding. Pentagram, qui est une très très belle agence américaine, s'est fait aider par une agence qui s'appelle ARA17 sur le rebranding de leur site web. Donc en fait, c'est toujours intéressant d'avoir un œil extérieur. Et donc à partir on part du principe qu'il nous faut un œil extérieur pour se faire aider sur la partie branding, site web, peu importe le sujet. Si tu remets quelqu'un qui a déjà travaillé avec toi dans la boucle quand tu veux refaire quelque chose, en fait, tu reviens au problème de je vais le faire en interne. Parce que c'est quelqu'un qui n'est plus nouveau sur ton sujet, qui n'a pas t'apporté de la fraîcheur. Donc c'est pour ça que c'est, pour moi, à mon avis, pas une super bonne idée de repasser par la même agence quand tu as déjà fait un premier rebranding avec eux. Alors après, ça peut dépendre. Il y a évidemment des exceptions, hein. Si peut-être la strat est complètement différente, la boîte change de nom, fait un pivot, etc. Oui, et là, la même agence peut intervenir. Mais si on reste sur une strat qui est à peu près la même, juste une évolution, que ça fait 5-6 ans qu'on n'a pas retravaillé dessus parce que c'est un peu plus vieillot maintenant, etc. J'aurais tendance à dire et à conseiller de passer par une autre agence que celle qui a fait le branding précédent. Ok, bah ouais, super intéressant. Et puis bon courage pour le rebrand de Bruno, du coup, si vous avez décidé de partir tout en interne. Ouais, mais merci. Je connaissais Ouais, pas merci. l'anecdote sur Pentagram, mais c'est vrai que
Enfin, en plus, Ouais, enfin, c'est quand même une référence au niveau international. Ils font vraiment des projets incroyables. Et se dire qu'ils ont appliqué vraiment cette ouais. philosophie jusqu'au bout, c'est fort. Bah c'est fou et puis en plus ouais ouais c'est fort parce que tu peux dire ils sont tellement nombreux tu pourrais dire il y a bien un gars ou deux dans le chez eux qui est capable de faire un truc un peu sympa tu vois et avec un œil un peu frais mais même là ils sont passés par une agence extérieure pour refaire tout le site web pourtant ils ont la capacité largement de le faire en interne tu vois donc c'est super intéressant et alors vous ça n'a pas été trop le cas parce que je trouve que vous êtes plutôt bien débrouillé sur votre produit Sumeria. Mais toi pour Doctolib par exemple, je trouve que ça ennuie qui sont incroyables. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises et je trouve qu'ils ont des équipes comme vous d'ailleurs vraiment des équipes très très douées. Par contre sur la partie brand de Doctolib, pour moi c'est un peu à passer à côté. Pourtant ils sont tout seuls, ils ont un boulevard devant eux et qu'ils auraient pu faire quelque chose d'assez fort. Et je trouve qu'ils sont passés à côté d'une opportunité. Et je pense qu'ils n'ont pas réussi parce que ils ont fait ça en interne sans se faire aider par une agence extérieure, quoi. Bah, peut-être un épisode du goût et des couleurs bientôt sur ce sujet-là. Ouais. On en a un petit peu parlé il y a sur un des épisodes, mais c'est vrai qu'on pourrait pousser un peu plus le truc. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, ça, se faire appel à quelqu'un d'extérieur. Et je comprends les boîtes qui ont envie d'internaliser le sujet, et je comprends la réflexion de se dire, bah en fait, on a les compétences en interne, pourquoi payer quelqu'un en externe? Nous, on connaît très bien notre métier, donc on va savoir le faire. Mais finalement, de toute façon, quand on fait appel à une agence, c'est jamais l'agence qui fait tout seul de son côté, qui arrive un jour et puis qui dit bah ça va être comme ça et point barre. Évidemment, c'est de la collaboration, évidemment, c'est plein de workshops, évidemment, c'est beaucoup de discussions avec les fondateurs, avec les C-level, avec tous ces gens-là qui connaissent bien leur métier. Donc, au contraire, je trouve que ça apporte un œil frais, des nouveautés, quelque chose, un angle qu'ils n'avaient pas forcément pu entrevoir. Donc, je trouve que c'est très intéressant au contraire de passer par quelqu'un d'extérieur. Ouais, bien sûr. Mais bah d'ailleurs, ça me fait penser, vous, parce que toi, vous êtes très dans le produit. Quand vous faites des fonctionnalités ou quand vous demandez des feedbacks, vous demandez bien à des clients réels de Ouais, ça. En fait, c'est un peu la même chose finalement, tu vois. ouais, complètement. Sur la partie brand, on demande juste l'avis à quelqu'un d'externe pour pouvoir proposer quelque chose de nouveau. Bah vous le faites aussi en produit en demandant à un client qui utilise votre application comment il ressent la fonctionnalité, quoi. Donc finalement, c'est pas exactement pareil, mais c'est la même philosophie. Ouais, ouais. Aller taper le réel aussi à un moment et avant que ce soit la mise en production, mais vraiment cet aspect de quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui pourrait être finalement n'importe qui, n'importe lequel de nos clients final, qui va venir rapporter cet œil frais dessus. Ouais, exactement. Bah, merci beaucoup. J'ai des dernières petites questions pour qu'on termine sur des sujets un petit peu plus détente. En termes d'inspiration, est-ce que toi, tu as des exemples qui te viennent rapidement en tête sur les combinés justement parfaits, une excellente brand, une bonne intégration dans le produit, qui peut être pas d'intégration dans le produit aussi, hein. C'est quoi tes chouchous du moment? Moi il y avait Krone, hein, c'est un produit pur que j'adore, évidemment. Alors il y en a un là que j'ai pas découvert, parce qu'on les a aidés sur le rebranding, donc c'est pas vraiment une découverte. Mais comme je fais du podcast maintenant, je l'ai vu, c'est Ocha. Je sais pas si tu l'utilises. Je l'utilise pas, mais j'en ai entendu parler assez régulièrement. Eh ben, écoute, leur produit est incroyable. Tu vois, bon, déjà la brand est cool parce que c'est nous qui l'avons fait, mais hormis ça, tu vois, j'avais utilisé très rapidement parce qu'on évidemment on regarde les produits, mais j'avais pas utilisé dans la vie de tous les jours parce que j'avais pas de podcast, tu vois, donc c'était un peu différent. Mais toutes les petites interactions, tous les menus, toutes les tailles de police, etc., tout est très très bien pensé, très bien fini. C'est vraiment l'UX, c'est très bon également. Donc j'ai été agréablement surpris. C'est des Français, donc je suis hyper content de d'avoir pu les aider et surtout d'utiliser leurs produits tous les jours. T'as envie de l'utiliser, quoi. T'as envie de regarder l'app très régulièrement. En plus, t'as tous les trucs d'analytics, etc. Donc c'est super intéressant. Donc je recommande pour ceux qui sont dans le monde du podcast d'utiliser cette application. Eh ben, notez, s'il y a des podcasteurs ou des futurs podcasteurs, allez tester et découvrir Ocha. Moi, je t'avoue, je suis resté à la méthode à l'ancienne, à la mano, avec... Tu fais tout à la main? non, pendant longtemps, je les host vraiment sur un petit serveur FTP
C'était Ah vraiment... ouais. là, depuis quelques temps, je suis passé sur Substack, mais qui est vraiment minimaliste, quoi. C'est plateforme de publication. Hmm. Bientôt pas tous les... Et ça met automatiquement sur toutes les Ouais, plateformes? ouais, ouais, parce que ça me génère un flux RSS, typiquement, et que je partage Ah directement. ouais. C'est pour ça que ça reste encore très basico-basique. Ouais, mais ça marche, c'est cool, hein. Bah, franchement, ça tient, donc tant que ça marche, je pense que ça va continuer comme ça. Eh bien, super. Pour terminer, je te propose de terminer plus personnellement. Est-ce que peux nous parler rapidement de ton premier projet de design ever, même peut-être un petit projet perso si ça a commencé comme ça? Ouais, bah écoute, alors attends, là, faut que je me remette dans le... Ouais, c'est une question difficile, hein. Je l'ai gardée pour la Alors, fin, attends. c'était la petite question sniper. Euh, alors, alors, attends, je vais essayer de penser à un truc. Alors, moi, déjà, c'est sûr, c'est que... Ah ouais, tiens, ouais, c'est très simple, de faire un petit truc. Alors, déjà, mon agence s'appelait Agence ME avant, Agence Mi. Donc, déjà, nom complètement éclaté. Mais ça s'appelait l'agence Mi. Pourquoi l'agence Mi? Parce que ME, c'était mon événement. Donc, c'était une société que j'avais avant d'événementiel. Donc, je faisais des événements. Moi, j'habite à Rouen à la base. Donc, je faisais des événements un peu privés. Je faisais venir des artistes live, etc. Dans des lieux très atypiques sur Rouen. Ça a été dans un MAM, ça a été dans d'autres endroits très atypiques. Donc, c'était très cool. Et en fait, c'est vraiment la première confrontation que j'ai eue avec le design. Ça a été que de créer les affiches et finalement, enfin les flyers des invitations. Et finalement, c'est là où je passais le plus de temps parce que j'adorais faire ça. Et donc, la première confrontation que j'ai pu avoir avec le design, ça a été vraiment le design pur print. Et finalement, vraiment, je me suis éclaté à faire ça parce que je passais un temps fou sur des détails des affiches, des flyers, d'appeler un imprimeur, de tester différentes couleurs, de types d'impression, de papier, de grammage, etc. Et ça a été vraiment la première fois que je faisais réellement du design, c'était à ce moment-là parce que et ce qui était super intéressant, c'était de le voir en vrai. J'ai complètement perdu aujourd'hui parce que je sais pratiquement que du digital aujourd'hui et c'est vraiment triste. Mais ça a été de designer sur mon ordi, de tester plein de trucs, de l'envoyer à l'imprimeur et de recevoir le carton avec tous les flyers à l'intérieur. Ça a été vraiment une expérience hyper enrichissante. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on le perd un petit peu. Mais c'était la première fois que vraiment j'ai été amené à faire du design, quoi. Ouais, tomber dedans parce que bah du coup il y avait un besoin, donc tu t'y es C'est collé. ça. Et en même temps, derrière, tu as eu un résultat hyper concret lié à aussi un projet réel, quoi. Et, mais c'est vrai que Bah, c'est un peu, c'est-à-dire que sur le digital, tu l'as pas. Le seul truc que tu peux potentiellement avoir sur le digital, c'est au moment où c'est live, que ce soit une application ou un site web, c'est que tu fais le truc sur Figma et le jour où c'est développé, tu le vois et tu dis ah ouais, ok, ça c'est cool. Bah, c'est un peu la même chose sur le print, c'est que tu design et d'un coup c'est imprimé et tu le reçois chez toi et tu dis ouais, c'est pas mal. mais t'as ton vrai carton dans les mains avec ton Mais vrai tu l'as dans les résultat mains, que tu peux admirer c'est ça. et partager. Ouais. Et tu l'archives, etc. Et moi, je l'avais archivé, je l'avais mis dans un classeur, j'ai gardé toutes les invitations, etc. C'était cool, tu vois. Enfin, je sais pas si je les ai encore, mais c'est vraiment sympa à faire. Le print, c'est vraiment un métier qui est très cool, hein. Bah, j'ai pas eu cette chance, malheureusement, je suis arrivé trop tard. Mais Ouais. bah, ravi, merci pour cette petite anecdote. Bah, je t'en prie. Merci pour cette discussion. Ça a été un vrai plaisir pour moi. J'espère que c'était partagé. Ouais, carrément. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité, c'est très cool, Romain. Ravi. Et puis que ça a plu aussi aux auditeurs. Si tu veux, c'est un peu la tradition. Pour terminer l'épisode, je te laisse carte blanche. Tu peux peut-être leur dire où te retrouver quand même le podcast que tu as lancé récemment et peut-être d'autres plateformes. À toi de choisir si tu veux proposer un petit conseil, un petit principe de vie pour terminer. Voilà, vraiment tu es carte blanche. Trop cool. Merci beaucoup Barthélémy. Bah, merci à À toi. toi l'honneur. Carte blanche, bah écoutez, on a lancé un podcast très détente sur le branding de marque qui s'appelle Les Goûts, les Couleurs, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Merci Romain encore une fois de m'avoir invité, c'est un grand plaisir d'avoir pu discuter de ces sujets. Il y a un petit truc que je pourrais te dire, c'est que là par exemple on fait beaucoup de recrutement chez nous, et il y a un truc que j'ai remarqué dans tous les portfolios que je reçois, et on en a reçu beaucoup parce qu'on a dû en recevoir 500 ou 600, donc je vais pas tous regardé, mais au moins la moitié. Et d'ailleurs, si je peux passer un message en même temps de BBE, c'est que j'ai pas pu répondre encore à tout le monde. Je vais essayer de répondre à tout le monde, mais pas sur le direct que j'y arrive. Mais il y a beaucoup de gens encore qui sont beaucoup sur le print
Et je les invite vraiment à aller beaucoup plus sur le digital parce que c'est un peu là-dessus que beaucoup d'agences ou d'annonceurs focalisent leurs recherches. Donc, faites plus de sites web, faites plus de réseaux sociaux, des posts réseaux sociaux, faites plus de choses dans le digital et un peu moins sur la partie print parce que c'est pas ce qui on va imprimer de moins en moins, quoi. Donc voilà, si je peux en tout cas dire une chose, c'est que dans vos portfolios, mettez un petit peu plus de choses sur le digital et de sites web. Parlons design.